Donc, bonjour à toutes et à tous. Je serai l'animateur de cette session. Comme vous le savez, il y aura plusieurs interventions autour de la prise en charge en activité physique dans l'obésité pédiatrique. L'objectif d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir un regard croisé au regard notamment des recommandations qui sont parues en 2022 puis en 2023 sur euh, la prescription notamment. On a essayé d'avoir tous les acteurs, ou du moins les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'activité physique et sportive. Vous verrez, bien évidemment, il y aura l'activité physique adaptée et aussi la kinésithérapie qui seront abordées et l'éducation physique et sportive. On aura un panel de professionnels et d'experts qui interviendront sur ces thématiques. Alors, juste un point pour que, en termes d'organisation et pour éviter que ça soit un peu le brouhaha, je me permets de tous vous proposer d'éteindre vos micros et vos caméras si vous le souhaitez. C'est juste pour éviter le flux et ayons aussi un geste écologique parce que bon, vous saurez qu'il y aura moindre utilisation s'il n'y a pas de caméra. Cette vidéo, elle est également enregistrée. L'objectif, c'est qu'ensuite, on fasse des séquences. Alors, j'ai eu plusieurs demandes. Ces séquences seront accessibles sur Banco. Je vais laisser la main au docteur Véronique Nègre qui, justement, abordera juste un point introductif et pour aborder aussi qu'est-ce que la POP et Banco, notamment. Oui, bonjour, merci beaucoup Sébastien. Il faudra te présenter aussi, mais je pense que tu le Oui. feras après. Voilà. Euh, Véronique Neg, donc je pense que une grande partie d'entre vous me connaissent. En tout cas, voilà, je suis pédiatre actuellement dans les centres spécialisés obésité de Nice et de Marseille et je préside la POP. Et je travaille depuis maintenant plus de 20 ans sur cette question de l'obésité de l'enfant et en particulier avec les REPOP. Donc, je suis vraiment très heureuse d'ouvrir d'apporter quelques mots introductifs à ce deuxième webinaire organisé par Banco, au nom donc, des membres de la POP et de la coordination nationale des REPOP. Voilà, et je rappelle que Banco, mais je pense que vous avez tous l'occasion d'y aller, a pour objet d'être un lieu de ressources, de regrouper webinaires, podcasts, informations, actualités sur l'obésité de l'enfant pour l'instant, mais avec l'ambition de s'élargir à l'adulte. Et puis, nous avons voilà, organisé et nous organisons des webinaires qui ensuite sont mis en ligne. Donc, je suis vraiment très heureuse de cette thématique. Ça fait, je crois qu'en obésité de l'enfant, on a été les premiers à travailler ensemble, professionnels de santé et professionnels de l'activité physique adaptée. Je me souviens des les premiers stagiaires en APA que nous avons reçus lorsque j'étais en Bourgogne-Franche-Comté. Et vous verrez le chemin parcouru depuis tout ce temps-là, avec vraiment des premiers documents qu'on a écrits avec l'INPES à l'époque, qui, je pense, sont toujours d'actualité. Donc, c'est vraiment quelque chose voilà, un partenariat avec les professionnels de l'activité physique qu'on a depuis longtemps sur cette thématique. Et je suis heureux de voir que, alors tout prend du temps, hein, mais que euh, on a bien avancé quand même au fil des années avec les ressources, la prescription sport santé, les maisons sport santé, enfin tout ça va vous être exposé. Et c'est vraiment, voilà, je le redis, un partenariat tout à fait efficace et intéressant, bien sûr, en premier lieu pour les patients et les familles. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je donne la parole aux trois équipes là, qui vont animer ce webinaire et je les remercie beaucoup de tout ce travail qui a été mené et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Véronique. Donc effectivement, je vais me présenter, donc Sébastien Legarf, je suis enseignant en activité physique adaptée et docteur en biologie. Je travaille au sein du REPOP qui s'appelle OBEP PACA, donc dans la région PACAS, auprès du docteur Véronique Nègre. Et aujourd'hui, nous allons aborder autour de quatre dominantes. Nous aurons une partie introductive sur la prise en charge multidimensionnelle avec un focus sur l'activité physique adaptée.
Ensuite, un éclairage pratico-pratique en premier recours, dite situation non complexe, selon le dernier guide du parcours de soins et de prise en charge de l'obésité pédiatrique, avec un témoignage entre un enseignant en activité physique adaptée et un enseignant d'éducation physique et sportive. Et ensuite, un éclairage plus pratico-pratique sur les situations complexes. Donc, nous aborderons ce qu'est une situation non complexe et complexe au regard des recommandations de l'HAS, avec le témoignage entre un enseignant APA et un kinésithérapeute. Et enfin, la complémentarité de ces professionnels qui interviennent dans le champ de l'activité physique. Alors, je vais introduire notre premier orateur qui interviendra en partie introductive et à la fin pour faire une conclusion sur les échanges qui auront eu lieu et les regards croisés. Donc, Augustin Europe, qui est enseignant et coordinateur en activité physique adaptée à Toulouse, au CERO, au Centre d'expertise régional sur l'obésité. Merci Sébastien, du coup je prends la main. Oui. Je vais lancer mon diapo. Très bien. C'est bon, vous voyez? Parfait. Ok. Bon, bonjour tout le monde. Ravi de voir qu'on est aussi nombreux autour des questions sur l'activité physique adaptée. Donc, je vais dans un premier temps vous parler des nouvelles recommandations au travers du prisme de l'activité physique. Donc, recommandations HAS qui sont sorties en 2022, donc le guide du parcours de soins. Qui apporte justement, comme le disait Sébastien en introduction, des éléments un petit peu nouveaux sur le parcours en termes de degré de complexité de la situation de surpoids ou d'obésité. Donc, finalement, en introduction, quand on parle de gradation des soins selon la complexité, donc je vais vous présenter un petit peu. Donc, on a notre famille ici, qui bien sûr est suivie par le médecin et plus ou moins un infirmier azalé qui sont de plus en plus impliqués dans nos dispositifs d'accompagnement. Et selon les besoins, bien sûr, un ensemble de professionnels de proximité qui vont intervenir dans la situation de façon coordonnée. Où j'ai fait un petit focus bien sûr sur les professionnels de l'activité physique où bien sûr les éducateurs sportifs, enseignants APA, kinésithérapeutes sont bien représentés. Donc là, c'est globalement dans des situations dites non complexes où c'est le médecin avec l'aide de l'infirmière azalée qui coordonne le parcours. Donc, lorsque la situation devient plus compliquée, de nouveaux intervenants vont apparaître dans le parcours, donc, et en particulier le centre spécialisé obésité, donc avec une personne qui va coordonner la situation au niveau du CSO et dans l'idéal, une personne qui va coordonner la situation en proximité. Cette personne peut être l'un des intervenants du parcours déjà présent. Et donc, ce coordinateur de proximité va avoir un lien privilégié avec la famille, le CSO. Il va pouvoir être à même d'organiser notamment des réunions de concertation. Voilà. Donc. Et bien sûr, la fréquence des consultations et des séances de TP est à moduler selon le degré de complexité. Donc, tout ça, c'est très détaillé dans le guide du parcours. Je n'ai pas forcément fait une synthèse ici pour plutôt me centrer sur la question de l'activité physique. Donc, à présent, je vais passer sur l'évaluation multidimensionnelle, donc telle qu'elle a été modélisée justement dans ce dernier guide du parcours. J'avais pu participer à la rédaction de ces recommandations. Et donc, on a essayé de faire une modélisation de cette évaluation, avec bien sûr l'enfant, l'adolescent au centre du dispositif. Et donc, cette évaluation donc, elle regroupe différentes thématiques, donc notamment l'histoire et comorbidité somatique et psychique individuelle et familiale, les prises en charge antérieures, le retentissement sur l'état de santé. Après, il va y avoir tout ce qui va être plutôt de l'ordre environnemental, familial, la scolarité, la situation sociale, économique, les habitudes de vie, les aspects culturels et les dimensions psychologiques, psychopathologiques et bien sûr la réceptivité au changement des habitudes de vie. Donc, c'est un petit peu notre façon de modéliser ce qu'on a quand même déjà l'habitude de faire à travers la démarche d'ETP et les différentes dimensions de l'éducation thérapeutique. Donc, je vais essayer d'illustrer maintenant cette évaluation à travers le prisme de l'activité physique en retrouvant ces différentes dimensions.
comment elles peuvent s'illustrer par des éléments relatifs à l'activité physique. Donc, dans un premier temps, tout ce qui traite des habitudes de vie, des aspects culturels, de la situation familiale. Donc, au niveau de l'activité physique, on va pouvoir évaluer avec l'enfant et sa famille donc les représentations du jeune au niveau de l'activité physique et sportive, des écrans, les aspects positifs, négatifs qui sont mis en avant, la perception de ses compétences, la place que va occuper l'activité physique et les loisirs sédentaires au sein de la famille, donc dans l'environnement direct de l'enfant. On va pouvoir, donc dans cette évaluation, procéder à une évaluation quantitative et qualitative de la pratique d'activité physique et des loisirs sédentaires. Le style parental, donc, c'est-à-dire la capacité des parents à cadrer, à gérer le temps des écrans et d'autres freins et leviers éventuels. Ensuite, au niveau des focus sur ce qui a trait aux aspects psychologiques, affectifs et aux prises en charge intérieures, donc sur le versant de l'activité physique, on peut retrouver donc les expériences passées que l'enfant a pu vivre à travers le sport. Et on sait notamment que les jeunes en situation d'obésité ont souvent un vécu assez traumatisant parfois avec les activités physiques. Donc, c'est bien sûr à évaluer, à tenir compte. Le rapport au père, le sentiment d'auto-efficacité, comment l'enfant va se sentir capable d'agir sur sa situation, et le ressenti justement au niveau de l'effort, comment il vit son effort physique. Le retentissement de l'obésité sur l'état de santé, donc ça c'est quelque chose qu'on voit assez rapidement quand on est face à un jeune, en particulier un adolescent qui a déjà un vécu difficile. Donc il peut y avoir des plaintes fonctionnelles, des gênes ressentis. Donc on va essayer d'évaluer le degré de dyspnée d'effort, le sentiment d'impuissance acquise qui est parfois déjà bien présent à l'adolescence, donc des adolescents qui se pensent incapables d'agir sur leur situation, de faire de l'activité physique. Donc tout ça, ça s'est construit bien sûr au fur et à mesure des années. Le vécu corporel difficile, tout ça c'est assez intriqué, c'est des différents éléments qui sont en lien les uns avec les autres et qui vont faire une espèce de cercle vicieux. Une altération des relations sociales, repli sur soi, et dans certaines situations, des jeunes qui sont très sédentaires avec des écrans comme étant la seule source de satisfaction, de loisirs et de socialisation. Donc, quand on parle de retentissement sur l'état de santé, on parle aussi des différentes capacités physiques qui vont être impactées. Bon, là, je vous ai mis quelque chose qu'on utilise en éducation thérapeutique pour que l'enfant puisse s'évaluer dans les différentes dimensions de ses capacités physiques à travers des smileys, puis choisir certaines capacités sur lesquelles il pourrait s'améliorer. Donc, c'est quelque chose après qu'on va essayer de travailler en éducation thérapeutique. Donc, c'était pour faire un petit exemple concret. La réceptivité de l'enfant adolescent et de ses parents au changement des habitudes de vie. Donc là, on va proposer de manière très pratique de s'auto-évaluer sur les pratiques physiques et sédentaires. On va demander à l'enfant d'exprimer une source de motivation, qu'est-ce qui lui donne envie de changer, donc qu'on appelle le projet, qu'est-ce qu'il attendrait comme bénéfice de ces changements, s'il met en place par exemple plus d'activités physiques, qu'est-ce qu'il attendrait concrètement, ce qui nous permet d'évaluer si les attentes sont réalistes, parce que des fois on a des enfants qui se mettent à faire un petit peu plus d'activités et qui attendraient au bout d'un mois d'avoir un chiffre sur la balance qui diminue, ce qui est concrètement compliqué. Donc ça nous aide aussi à réajuster un petit peu les attentes, les freins au changement et bien sûr la capacité à prioriser un objectif de changement avec une stratégie associée. Hop. Donc voilà, je vous ai un petit peu présenté de manière assez globale comment cette évaluation multidimensionnelle pouvait se décliner sur l'activité physique. Je vais laisser maintenant la place à Sylvain pour présenter un retour d'expérience. Eh bien, merci Augustin. Hop, le temps de charger mon diapo. Est-ce que ça marche Très bien. pour vous? Parfait. Eh bien, on aura un discours à deux voix. Aujourd'hui, j'ai invité un enseignant d'EPS, Kevin Rongeau, qui prendra le fil de ce que je vais vous proposer. L'idée, c'était, voilà, à la suite du cadre proposé par Augustin, de peut-être vous présenter quelques outils
pratico-pratique, parce que c'est ce qu'on nous a demandé. Finalement, Augustin nous a brossé un peu le process. Maintenant, comment on fait en pratique? Alors, évidemment que ça commence par un bilan d'activité physique, mais c'est vrai qu'en tant que médecin, parfois, on ne sait pas trop par quel bout on poignait, quelles questions on pose. Donc, on a décliné de manière très pratique un questionnaire qui va vous guider pour aborder l'activité physique. Avant de venir sur ce questionnaire, c'est important peut-être de revoir la posture. Évidemment que ce questionnaire, il va servir à explorer le rapport qu'entretiennent l'enfant et sa famille autour d'une pratique d'activité physique et sportive, mais également son niveau de sédentarité. C'est un élément important. Parce que l'enjeu, c'est bien de trouver des leviers d'action pour faire émerger des solutions. On aimerait qu'elles viennent de la famille, bien sûr. Il faut surtout que ces solutions, je crois qu'il y a un maître mot, c'est qu'elles soient concrètes et qu'elles soient verbalisées par la famille. Évidemment, pour nourrir la motivation, on cherche avant tout à faire verbaliser le jeune autour des notions de plaisir, ressenti lors d'activités physiques, de rencontres ou encore de bien-être, d'ailleurs qu'il soit physique ou psychique, hein. C'est à partir de ces quelques questions clés que je vais vous proposer que vous allez pouvoir élaborer un objectif pour chacun de vos jeunes patients. Et c'est vrai que, comme l'a dit Augustin, au regard des représentations qu'ont l'enfant et sa famille de l'activité physique, de la sédentarité, c'est vraiment important de compléter par un examen clinique qui évalue la tolérance osteoarticulaire, cardio-respiratoire à l'exercice. Et donc là, vous pouvez vous appuyer sur d'autres professionnels en activité physique pour compléter finalement ce bilan si, en tant que médecin, vous n'êtes pas tout à fait au point sur le type d'activité que vous allez pouvoir proposer derrière ou conseiller. Alors, le questionnaire, 6 questions autour de l'activité des écrans et 6 questions autour de l'activité physique. L'enjeu, c'est clairement d'établir un profil de votre jeune patient. Ce profil qu'on peut voir dans 2 dimensions. Est-ce que c'est un jeune qui est plus ou moins actif? Est-ce que c'est un jeune qui est plus ou moins sédentaire? Parce qu'on peut tout à fait être face à des patients qui sont actifs, mais parallèlement, qui sont sédentaires et finalement qui ont trop de temps d'écran ou trop de temps assis dans une journée. C'est bien 2 éléments distincts qu'il va falloir évaluer de manière plus précise. Alors, venons-en aux questions. Pour être concret, on va prendre la situation de Léo, 9 ans, accompagné en consultation par sa maman. Alors, on va déjà identifier finalement les écrans qu'il a accès à la maison. Là, en l'occurrence, la maman nous dit qu'il a accès à la télévision, qu'il a de plus une console de jeu et qu'il a accès aussi à une tablette. Et donc, on arrive à un scorage, vous allez le voir, 3 écrans ou plus, c'est 3 points finalement dans notre échelle. On s'intéresse ensuite à la présence de ces écrans, hein, puisqu'aujourd'hui les écrans sont nomades. Est-ce qu'ils arrivent jusque dans la chambre? Eh bien, pour Léo, effectivement, ils arrivent dans la chambre. Par contre, la maman est très claire. Ce n'est pas utilisé pour l'endormissement, ce qui en consultation est assez fréquent. Hein, si on pose la question, l'utilisation d'écran, finalement, qui passe l'heure du coucher. Là, chez la maman de Léo, c'est 8h30, tous les écrans s'éteignent et donc ils ressortent de la chambre. J'attire votre attention là-dessus parce qu'on sait aujourd'hui qu'un tiers des adolescents, globalement, utilisent leurs écrans la nuit. Et donc, je crois que simplement poser la question en consultation permet d'aller identifier, d'aller creuser éventuellement le problème. On s'intéresse ensuite finalement au temps estimé par la maman de ce temps d'écran ou par l'adolescent directement, à la fois les jours d'école et les jours hors scolaires. On sait très bien que ce temps est déclaratif, qu'il est probablement souvent très loin de la réalité, mais ça permet simplement d'identifier s'il y a des règles finalement à la maison autour de la durée d'utilisation des écrans. Et on voit que, à un moment, c'est assez clair. Léo, il a le droit d'utiliser sa console le soir, 1 heure après les devoirs, et que il y a évidemment un peu de télévision, mais avec l'organisation de la journée, elle estime à pas plus de 2 heures, en tout cas les jours scolaires. Par contre, elle dit bien que les jours hors temps scolaire, ça peut largement dépasser les 3 heures, parfois 4-5 heures par jour. Donc, là, on a une information intéressante sur comment peut-être ces écrans sont utilisés aussi les week-ends, les mercredis. Dernière question sur les écrans, on s'intéresse aussi aux parents, finalement, à leur propre utilisation. Finalement, vous, en tant que parent, combien vous passez plus de 2 heures, alors c'est des écrans de loisirs, plus de 2 heures par jour. Eh bien, la maman, elle estime, elle, à 4-5 jours, elle nous dit bien que
c'est son moment à elle. Elle aime bien les Pulse Games, donc elle joue sur son téléphone portable. Et donc, on peut aussi mieux comprendre la dimension d'utilisation des écrans dans certaines familles. Quand on élargit un peu le spectre, si on sort de l'enfant, mais comment les utilisent les autres membres de la famille. Les 7 questions suivantes, les questions de 7 à 12, j'allais dire, elles vont porter sur le niveau d'activité physique. Alors, d'abord, l'activité physique encadrée. Est-ce qu'il y a une activité physique scolaire et en association? Là, pour Léo, très clairement, il bénéficie de 2 séances chaque semaine à l'école. Par contre, en dehors de l'école, il n'y a pas d'activité structurée dans des associations. Ensuite, on s'intéresse aux activités en autonomie. Finalement, est-ce que Léo va jouer au parc après l'école? Là, elle nous dit très clairement que ça arrive parfois qu'avec sa grand-mère, il s'arrête au City Stade et joue au ballon un peu spontanément. Donc, ça va arriver assez fréquemment. Donc, les activités en famille, aller à la piscine, aller à la patinoire, faire des balades au week-end, ça, c'est plutôt rare. La maman se rappelle, alors voilà, c'est arrivé combien de fois? Sur le mois écoulé, c'est arrivé qu'une fois de sortir un week-end. Dernier axe autour de l'activité physique, c'est les déplacements actifs. Est-ce que finalement, Léo, il a des déplacements réguliers, par exemple pour aller à l'école? Là, la maman nous dit bien que 2 fois par semaine, il est gardé par sa grand-mère et donc la mamie qui habite plus près de l'école l'amène à pied, effectivement, accumulé sur une journée. Ça fait une trentaine de minutes, les allers-retours pour aller à l'école. Donc, il a des déplacements actifs. Dernière question, peut-être un peu plus subjective, mais qui permet à la maman de prendre un peu de recul par rapport aux recommandations actuelles en termes d'activité physique. Chez l'enfant, vous le savez, c'est 60 minutes cumulées chaque jour. Et finalement, on lui demande, d'après vous, est-ce que Léo, combien de fois par semaine Léo dépasse 60 minutes par jour? Alors, elle nous dit assez rapidement, 3 jours par semaine, entre les 2 jours à l'école et puis les moments où sa maman à elle arrête Léo au parc, ça pourrait être, voilà, convenu 3 jours par semaine. Donc, on est évidemment loin des recommandations en termes d'activité. On y reviendra pour le coup. Mais c'est bien qu'elle fasse ce processus de compréhension, finalement. On regarde les recommandations, où en est Léo, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que parent, ou chez l'adolescent, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton propre niveau d'activité physique? Alors, si on fait un peu la synthèse, le scorage, Léo arrive avec 13 points en sédentarité, donc c'est plutôt un jeune sédentaire, et 8 points en activité physique, ce qu'il qualifie plutôt d'inactif et de sédentaire. Et les questions 13 et 14 vont nous aider à aller dans une projection dynamique. Finalement, est-ce que vous pensez, là, madame, que Léo est suffisamment actif? Je tiens vraiment à ce processus de se dire, mais si mon enfant, je le considère comme assez actif, je n'ai pas d'intérêt à changer de comportement. Il faut vraiment que le parent prenne conscience. Et comment on le fait basculer il n'est pas suffisamment actif, et ensuite analyser quels sont les freins aujourd'hui à son niveau d'activité physique. Et donc, c'est ce processus qui est intéressant d'élaborer avec la maman de Léo pour l'amener derrière à se projeter. Une fois qu'on a identifié les freins, on va pouvoir tisser un petit peu des solutions avec la maman. Les recommandations, je les rappelle, je présente l'OMS, 60 minutes, cumuler plus de 60 minutes d'activité physique par jour, d'intensité modérée, 3 fois par semaine des activités plus soutenues, car on sait l'impact qu'elles ont sur le système musculaire, osseux et cardio-respiratoire. Ce que j'aime beaucoup dans ces recommandations de l'OMS, c'est surtout, vous voyez la petite ligne, une activité physique limitée vaut mieux qu'aucune activité physique. Finalement, 15 minutes, c'est mieux que 0. Et une demi-heure, ça sera toujours mieux que 15 minutes, etc., etc. Et que par petits pas, on va pouvoir, avec la motivation de Léo et de sa maman, changer progressivement de comportement. Et si déjà on a augmenté d'un quart d'heure par jour chaque jour, eh bien c'est gagné. On va dans le bon sens. Les recommandations disent bien aussi que si l'enfant n'atteint pas le niveau recommandé, une quantité inférieure d'activité physique sera toujours bénéfique pour sa santé. Je crois que c'est peut-être par étapes qu'on va pouvoir progresser. Évidemment que sur la sédentarité, la limiter, c'est important. Les recommandations, c'est toujours 2 heures, pas plus de 2 heures chez l'enfant. Alors, on constate bien qu'il y a un tel écart entre les pratiques réelles et le temps recommandé qu'il est parfois un peu difficile d'aborder la sédentarité. En tout cas, chez les enfants, si on fait l'interprétation pour le professionnel, qui sont actifs et non sédentaires, je crois que c'est vraiment intéressant de valoriser les règles éducatives qui ont été mises en place et surtout, peut-être déjà identifier s'il y a des changements à venir. Tiens, qu'est-ce que j'achète comme cadeau à Noël? Est-ce que j'achète une console de jeu pour Léo ou une paire de rollers? Évidemment que
ça ne va pas engager le même niveau d'activité physique demain pour Léo si je lui achète une console de jeu ou une paire de rollers. Alors, chez un enfant qui est plus sédentaire, je crois qu'on a toute légitimité en tant que professionnel de santé à aborder progressivement la notion de contrôle parental, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adolescent. J'ai la très bonne surprise d'utiliser aussi ces outils pour les adolescents, appliqués par eux-mêmes, à savoir s'ils constatent qu'ils sont trop devant les écrans et qu'ils ont un temps trop important, c'est aussi pouvoir avec eux mettre en place finalement un système d'autocontrôle au-delà de combien de temps tu voudrais pouvoir décrocher de TikTok. Et ben, si c'est au-delà de 2 heures, eh bien, le téléphone va lui donner une alarme qui lui dit bah, ça fait plus de 2 heures que tu es sur TikTok, ça pourrait être bien que tu t'arrêtes. Et l'adolescent reste maître de son organisation. Chez les inactifs, je crois qu'il faut bien comprendre les difficultés perçues par l'enfant, parce que c'est dans ces difficultés-là que vous allez pouvoir faire émerger des ressources. On prend par exemple la maman de Léo qui nous dirait, ben, en fait, j'ai pas suffisamment de temps disponible pour l'accompagner, pour faire avec. Eh bien, peut-être que la solution se trouve pas là chez la maman en tant qu'organisatrice d'activité, mais peut-être que en s'appuyant sur une maison de quartier ou une association sportive, elle trouverait là des ressources pour y déposer son enfant afin qu'il pratique une activité physique plus régulière. Donc, la liste des associations sportives locales, elle est intéressante de l'avoir aussi dans son tiroir pour pourquoi pas la diffuser. Chez les enfants sédentaires et inactifs, je crois que c'est important, là, je vais vous interpeller sur le fait que les conseils parfois trop généraux amènent culpabilité. Et là, une culpabilité parce qu'elle remet en question finalement le sentiment de compétence parentale. C'est important d'y aller peut-être plus progressivement. Et là, vous avez tout lieu aussi de pouvoir vous appuyer sur des professionnels de l'activité physique adaptés, les kinésithérapeutes, les enseignants en activité physique adaptée. Sur certains projets, on va en décliner. Voilà. L'issue de cet entretien va permettre, pourquoi pas, d'élaborer un certificat médical d'inaptitude partielle, hein, notamment avec les éléments ostéo-articulaires. Là, vous avez le modèle de Bourgogne-Franche-Comté, mais on peut tout à fait prendre ce modèle et la Haute Autorité de Santé l'a publié. Vous pouvez le faire sur votre propre région pour évaluer les limitations ostéo-articulaires, préciser à l'enseignant que la douleur doit bien être un signe d'appel pour limiter ou arrêter l'activité physique. On y trouve aussi tous les éléments cardio-respiratoires, proposer à l'enfant de faire des pauses, faire des efforts modérés, de manière à indiquer aussi à l'enseignant les textes de référence de son académie. Hein. Là, j'ai Besançon et Dijon. J'ai ajouté aussi Versailles parce qu'il y a pas mal comment dirais-je, de barèmes pour l'évaluation pour les enseignants, de manière à ce qu'ils puissent, selon les disciplines qu'ils proposent, évaluer convenablement l'élève en surpoids. C'est tout l'intérêt, en tout cas, de relégitimer l'enseignant d'EPS dans son rôle de professeur en éducation physique et sportive pour intégrer cet élève, pour le coup, au sein de son groupe classe. L'autre piste intéressante, c'est le développement d'ateliers d'activité physique adaptée. Là, vous avez l'exemple de la ville de Vesoul avec laquelle on a travaillé sur l'AGLO et la CPTS, les professionnels de santé qui, vous le savez, se réunissent en association locale. L'idée est de proposer chaque semaine un temps d'activité physique adapté pour les enfants atteints de maladies chroniques et les mettre dans un processus de projet d'activité sportive, projet sportif. Je vais pas en dire plus parce que le témoignage de Kevin va amener de l'eau au moulin. Juste peut-être pour préciser qu'on est bien dans un cadre de prescription d'activité physique et sportive aujourd'hui, hein, la loi nous le permet, dans les maladies chroniques de l'enfant, et de pouvoir utiliser ce même certificat de non-contre-indication pour prescrire l'activité dans une orientation vers un professionnel de l'activité physique adaptée qui sera mieux accompagné, en l'occurrence Léo, là, peut-être pour reprendre dans une association sportive qui sont adaptées à ses goûts et ses choix. Peut-être, Kevin, si tu veux me rejoindre, pour qu'on échange justement sur ton rôle en tant qu'enseignant d'EPS. Bonjour à tous. Voilà. Je te passe le témoin sur ce que tu mènes et comment tu organises au sein de ton établissement. Alors, je m'appelle Kevin Rongeau, je suis professeur d'EPS dans un collège au nord de la Haute-Saône.
le collège de Vauvillers. C'est un tout petit collège qui a 160 élèves. Et on a constaté avec l'infirmière qu'on avait malheureusement le plus gros taux d'élèves en surpoids et d'élèves en situation d'obésité du département. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela, notamment le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'associations sportives autour du collège. Donc, l'objectif, on a créé un dispositif qui s'appelle Sporte-toi bien. Et l'objectif, c'est qu'on ait le fait de développer une meilleure estime de soi pour les élèves et qu'on ait le moins possible d'inaptitude injustifiée. Donc, très concrètement, on identifie des élèves cibles de la 6e jusqu'à la 3e. Ils ont le droit d'amener un ou deux copains sur le créneau qu'on développe avec mon collègue professeur de PS le vendredi de 13h à 14h. Donc, ce groupe, une fois qu'il a été identifié, l'infirmière réalise ponctuellement des interventions. On les fait participer à une exposition du pavillon des sciences sur le sucre. On aménage le cross du collège avec une médaille si jamais ils sont finishers, pas seulement médailler les 3 premiers. L'objectif, c'est toujours de jouer sur l'aspect affectif, de manière à ce qu'ils soient toujours en activité et qu'ils ne viennent pas en EPS en se disant, voilà, l'objectif, ça va être d'en faire le moins possible. Donc, on leur achète des t-shirts pour qu'ils aient une tenue qui soit adaptée à leur morphologie. On achète des chasubles de grande taille de manière à ce que ça ne soit pas un problème pour eux d'être dans une équipe qui puisse vraiment être dans de bonnes conditions. On les fait suivre un programme sur le petit déjeuner. On fait intervenir un groupe d'étudiants en médecine sur la diététique. Je fais intervenir aussi la professeure d'espagnol sur des séances de yoga. En fin d'année, comme vous pouvez le voir, on les fait participer à une sortie accrobranche où on les fait venir en association sportive le mercredi pour découvrir, par exemple, l'escalade. Donc, ça, c'est une action qui a été possible parce que j'ai été mis en relation dès le début avec donc le REPOP de Besançon et on a monté des partenariats avec la Comcom, donc la communauté de communes, ou avec l'ANS afin d'acheter du matériel spécifique pour pouvoir pratiquer cette activité toutes les semaines, au moins 1 heure, où ils sont dans un climat positif. Donc, ce qu'on aimerait bien faire par la suite, par exemple, c'est développer un travail avec la chef de cuisine, impliquer encore un peu plus les parents, puisqu'on sait que ça devient très, très difficile. Donc, voilà. Donc, c'est une action que je mène au collège depuis maintenant 5 ans, qu'il est possible de réaliser parce que le collège attribue 1 heure de manière à ce que je sois rémunéré et parce que les différents partenaires, que ce soit la ville, me mettent le gymnase à disposition ou alors me participent financièrement à l'achat de matériel. Donc, voilà pour le témoignage. Pour ton témoignage, peut-être avant de passer la main, ou en tout cas pendant que je passe la main à l'équipe de Bordeaux, rajouter, donc enseignant de PS, là tu nous as très bien décrit finalement ce que tu arrives à organiser en groupe. Est-ce que tu observes des différences avec tes élèves justement, qui sont en surpoids que tu as en groupe à un moment donné, mais quand ils se retrouvent cette fois dans leur groupe classe, et comment ils réinvestissent, eux, finalement, l'EPS au collège? Merci. Oui, effectivement, notamment après quelques années de pratique, on se rend compte qu'ils n'hésitent plus, ils ont plus confiance en eux. Quand on leur propose quelque chose, si c'est trop compliqué, ils osent venir nous dire là, comment je pourrais faire. Et nous, ça nous met aussi dans une autre optique. À chaque situation proposée, on a dans un coin de notre tête notre élève qui est en situation de surpoids ou en situation d'obésité et on se dit à chaque fois comment est-ce que lui va vivre cette situation-là et on anticipe finalement la réponse. Bien, merci. On reviendra aux questions tout à l'heure. Si vous en avez, justement, profitez-en dans le chat. C'est le bon moment. On passe la main à l'équipe de Bordeaux. Ok, merci bien.
Merci pour ce bel exemple et puis cette belle illustration d'accompagnement pour nos jeunes. Effectivement, c'est des actions et des projets qui peuvent se développer sur l'ensemble du territoire. Alors nous, on va continuer sur la dynamique, justement avec une illustration et un éclairage plus pratico-pratique. On essaie d'être sur cette dynamique aujourd'hui dans les situations complexes. Témoignage d'un enseignant en APA que je suis. Donc, je suis David Communal, enseignant en activité physique adaptée sur le territoire bordelais. Et on travaille en collaboration avec le REPOP Nouvelle-Aquitaine depuis maintenant pas mal d'années, depuis 2006, pour développer un accompagnement en adéquation. Et aujourd'hui, je serai accompagné de monsieur Wilfried Nouget, qui prendra la parole dans un deuxième temps, qui est kinésithérapeute sur le territoire aussi, et qui nous fera part un petit peu de son expérience justement dans les problématiques qu'on rencontre sur les territoires. Voilà, donc juste pour recontextualiser, mais je vais aller très très vite parce que l'intérêt c'est plutôt d'échanger sur l'expérience qu'on peut avoir et la collaboration avec monsieur Nouget. Pour situer déjà l'obésité complexe, donc là je fais que reprendre les éléments du guide du parcours de soins l'HS que nous présentait en introduction Augustin. Pour que tout le monde soit OK sur ça, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de monde qui découvre les problématiques de l'obésité, qui se sont connectés avec nous aujourd'hui, donc c'est super. On parle de situation d'obésité complexe sur le lien qui se fait entre la sévérité de l'obésité en termes de corpulence, donc l'IMC supérieur à 30, seuil UATF, et du cumul de facteurs associés. Donc, ce n'est pas que la problématique de l'obésité qu'on va avoir, mais surtout les complications et comorbidités somatiques ou psychiatriques individuelles ou familiales associées. Il peut y avoir aussi des problématiques d'obésité de cause rare, des situations de handicap, de déficience, des antécédents d'échec du traitement de l'obésité, retentissement important sur la vie quotidienne et la qualité de vie. Et puis, on voit très, très souvent des troubles de conduite alimentaire associés à des troubles psychosomatiques, psychopathologiques, problématiques sociales, familiales, de scolarité, et j'en passe. Rapidement, sur les objectifs de soins qu'on va avoir, on va prioriser certains éléments. D'abord, promouvoir la santé et le bien-être en accompagnant progressivement les changements d'habitude de vie, avec des points de vigilance quand même bien à avoir sur justement les complications qui pourraient survenir. Donc, une perte de poids, même faible, apporte un bénéfice. Ça, c'est bien à noter, mais elle doit être très progressive et surtout bien accompagnée. Selon une approche diététique, socio-éducative, psychologique, et attention aux reprises de poids avec un impact à la fois au niveau physiologique, mais aussi au niveau psychologique. En présence de troubles psychiatriques également avérés, il va falloir associer à la dynamique justement le point de vue d'un pédopsychiatre, d'un psychiatre. Attention aussi à la prise de médicaments justement dans ce cadre-là parce que ça peut engendrer aussi une prise de poids. Voilà. Dans les objectifs, on va avoir aussi faciliter les activités de la vie quotidienne, soulager les symptômes, et ça c'est primordial, proposer des adaptations pour la continuité de la scolarité. On avait un très bon exemple à l'instant avec l'illustration de l'EPS du côté de Besançon. Et anticiper une perte d'autonomie ou son aggravation. On le voit chez des adultes, malheureusement, qui ont été en difficulté dès le plus jeune âge, qui sont vraiment en grande difficulté d'autonomie ensuite. Par rapport à ça, alors, je ne vais pas redévelopper, c'est juste pour recontextualiser la notion et l'importance de la coordination. Augustin, au début, nous a bien rappelé justement ces éléments-là avec une bonne schématisation, mais il faut bien se souvenir que un professionnel seul ne va pas pouvoir accompagner correctement un enfant. Et là, on a vraiment besoin d'avoir une coordination qui soit bien faite entre le médecin de structures spécialisées dans les obésités, avec pourquoi pas justement ce que Augustin nous rappelait, un référent de proximité, et surtout une organisation pluriprofessionnelle qui va nous permettre de répondre au mieux justement aux besoins et aux attentes de ces jeunes. Alors, je vais utiliser une image que Augustin développera un petit peu plus, juste dans un second temps, mais ça va nous permettre de mieux situer la place et le rôle de tout un chacun avec une gradation entre surpoids et obésité, vous voyez sur l'encart bleu et une colonne avec des choses que Augustin va développer tout à l'heure, je ne vais pas aller dedans, et puis une partie plus complexe
en lien avec la problématique des adaptations à l'effort, des troubles musculo-squelettiques. Alors, pourquoi je vais sur cet élément-là? Parce que dans la situation complexe, c'est ce qu'on voit en bas du tableau, on va avoir recours à des choses plus particulières pour éventuellement des ateliers d'activité physique adaptée dans un contexte d'accompagnement plus spécifique qui vont nous permettre justement d'accompagner par rapport à des problématiques les jeunes, des séances d'éducation thérapeutique. Augustin en parlait tout à l'heure également. Pourquoi pas des séjours thérapeutiques qui vont permettre justement d'amorcer justement des modifications, des ajustements comportementaux au quotidien pour justement permettre aux jeunes d'évoluer et d'avoir des attitudes qui sont plus dans un objectif de santé et permettre des ajustements. Et dans tout ça, on a aussi le recours à nos collègues ergothérapeutes, psychomotriciens et également kinésithérapeutes. Voilà, vous voyez le lien où je veux là en venir, c'est justement pour faire le lien et recontextualiser surtout la présence de Monsieur Wilfried Nouget, que j'invite à se connecter avec nous. Oui, ça y est. C'est bon. Vous m'entendez? Alors, voilà, très bien. Alors, Wilfried, je vais vous demander de vous présenter rapidement et puis peut-être enchaîner directement sur votre point de vue sur l'accompagnement justement des jeunes qu'on vous oriente. Et puis, on échangera, comme on avait dit, sur d'autres petites questions supplémentaires. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Wilfried Nouget, kinésithérapeute, j'exerce en cabinet libéral. Je suis diplômé en 2004, je fais partie du REPOP depuis plus de 10 ans. Donc voilà, on sait très bien que l'obésité, c'est un facteur majeur dans notre société qui ne fait qu'augmenter avec l'augmentation du temps passé devant les écrans. Là, actuellement, par exemple, j'ai un patient qui passe plus de 13 heures par jour devant un écran pendant les vacances. Alors, comme disait Emmanuel, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ce sont des jeunes qui sont en surpoids, voire en obésité morbide, et les 3/4, ils viennent en kiné à contre-cœur, car ils n'ont plus envie de faire d'activité physique. Donc, moi, le but, c'est d'essayer déjà de leur redonner la notion de plaisir à essayer de pratiquer une activité physique. Donc, j'essaye déjà, à la première séance, d'établir une relation de confiance, de lui montrer que je suis là pour l'écouter et essayer de l'aider au mieux dans la prise en charge. Donc, ça va être à travers une série de questions. Est-ce que tu aimes le sport? À quoi sert le sport? As-tu des gènes quand tu pratiques le sport? Quelle place occupe l'activité physique dans ton temps libre? Tout ça sont des questions afin de mieux le cerner et d'essayer de lui faire comprendre la nécessité de pratiquer une activité physique. Par la suite, ce que je fais, c'est que j'essaye toujours de leur faire remplir une feuille avec ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, afin de trouver des éléments sur lesquels on pourra discuter, échanger. Par exemple, là, j'ai un patient qui aime bien cuisiner. Ceci peut être un levier pour justement passer plus de temps à faire de la cuisine que faire sur les écrans. Et de même, pendant que je lui réalise des séances de kiné, on peut parler de la cuisine pour éviter qu'il pense qu'à la souffrance. Donc, le but, c'est d'essayer de faire comprendre à l'enfant les risques de l'obésité et l'intérêt du sport. Donc, l'idéal, ce serait de voir ces patients 2 fois par semaine. Alors, c'est souvent compliqué, notamment avec leur emploi du temps, le fait qu'ils soient fatigués après leur journée d'école. Il peut être aussi gêné par le regard des autres patients. Il faudrait que ce soit une prise en charge seule. Donc, moi, ce que j'essaye de faire durant les séances, c'est j'essaye de varier les exercices pour éviter qu'une lassitude s'installe. Et souvent, voilà ce qu'ils expriment lors de la séance. Ça peut être des difficultés à réaliser les exercices, à se mouvoir, ou alors, comme disait le collègue, avoir vite une fatigue musculaire, des douleurs dans les jambes, vite être essoufflé. Toujours est-il qu'il est toujours important de toujours les féliciter, de montrer que nous sommes fiers d'eux et des exercices qu'ils ont réalisés, des progrès. Voilà. Bien. Un petit point rapide peut-être parce que vous avez parlé de l'entretien qu'il y avait, mais vous réalisez un bilan fonctionnel, il me semble, au départ. Oui, c'est ça. Donc, en fait, le bilan fonctionnel, justement, mais ça va être par rapport, on va essayer de comprendre dans à quel niveau, au niveau de la maison, est-ce que c'est une maison à étage, est-ce que c'est une maison de plein pied, afin d'essayer de favoriser les déplacements, comme disait votre collègue. Là, par exemple, justement, le patient que j'avais, dès qu'il montait les escaliers, il était essoufflé. Après quelques séances de kiné, maintenant, il n'est plus essoufflé lorsqu'il monte les escaliers.
pareil, il a un chien, donc on a essayé de développer que tous les soirs, il promène son chien pendant 30 minutes afin de pouvoir pratiquer une activité physique. Donc, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'il faut une prise en charge pluridisciplinaire. En tant que seul professionnel de santé, on n'y arrivera pas. Donc, il faut mettre en place les suivis diététiques, psychologiques, médecins, une activité physique adaptée pour avoir un meilleur résultat. D'accord. Alors, au niveau pour rentrer un petit peu plus dans l'exercice, dans la pratique, on avait pu discuter, alors vous avez soulevé quelques éléments de stratégie, astuces que vous trouvez pour faire varier les exercices, entretenir cette motivation justement à côté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, par contre, sur la problématique que vous pouvez rencontrer, s'il y a nécessité d'adapter du matériel, rendre plus accessible certaines pratiques pour qu'ils puissent pas, alors je pense à des sièges sur des ergocycles ou des choses comme ça. Voilà, par exemple, j'ai un vélo, mais un vélo couché, où en fait, déjà, pour qu'il puisse être mieux assis, ressentir moins la douleur de la masse corporelle, j'ai un plateau vibrant, le Uber 360, qui permet de faire travailler dans toutes les positions. On a une presse, un tapis roulant. Enfin, voilà, on essaye de faire travailler le cardio et après d'essayer de façon analytique. Mais c'est vrai qu'ils sont gênés souvent. Par exemple, je vais faire travailler les abdominaux, le fait de monter sur la table, de pouvoir plier les jambes, déjà, c'est quand même assez compliqué pour eux. D'accord. Et justement, là, c'est ce qu'on avait pu discuter lors de nos échanges. Oui. Un des principaux freins, c'est cette problématique de volonté de venir vous voir. C'est ça. Qu'est-ce Il faut penser qu'ils viennent souvent après une journée de… Voilà, et puis eux, il y a la notion de déplaisir. Ils vont avoir mal. Ils se demandent à quoi ça sert de faire ça. Ils n'ont pas forcément… ils ne prennent pas forcément conscience des enjeux de l'obésité. Qu'est-ce que ça peut entraîner par la suite? D'accord. Donc, vous usez de stratégies pour les remotiver à revenir d'une fois sur l'autre. Moi, j'essaye toujours, pendant les vacances, j'essaye de leur donner un programme. Tu fais une demi-heure de console, après tu me fais 20 squats. J'essaye de leur donner un petit… je me mets en relation avec les parents parce que les parents, ils ont un rôle majeur aussi. Par exemple, l'enfant que je suis me disait que pendant qu'il mange, il regarde la télévision. Donc ça, je leur ai dit que non, il fallait éviter. Pareil, lorsqu'elle va le chercher à l'école, il se met devant le téléphone. Donc voilà, tout ça, il faut essayer de l'enlever, d'essayer d'être un peu plus… si par exemple le week-end, il va aller chercher une baguette, et essayer de privilégier la marche pour aller chercher la baguette et non la voiture. Voilà, toutes les choses qu'on peut mettre où on peut essayer de le redynamiser, essayer d'être moins sédentaire. Très bien. Donc là, bon, on va clôturer sur nos échanges, mais là, ce que je retiens plus particulièrement, c'est qu'on voit depuis tout à l'heure que c'est le même type de message qu'on passe, quel que soit le professionnel qui prend la parole, par rapport à la promotion d'une part de l'activité physique et de la limitation des comportements sédentaires, et qu'on essaye d'entretenir tous ensemble, les uns avec les autres, la motivation des jeunes à essayer d'avancer et de progresser par rapport à leurs problématiques multifactorielles, comme on nous a rappelé tout à l'heure, mais qui nécessitent un accompagnement pluriprofessionnel pour essayer d'aider l'enfant et sa famille. C'est surtout ce que vous étiez en train de souligner à la fin. Oui. Voilà. Sauf si vous voulez rajouter quelque chose, mais sinon on va laisser la parole et puis peut-être place à la dernière présentation. Il y aura les questions après. Très bien, je vous remercie. Merci. Merci David, merci Wilfried. Donc, on va effectivement revenir sur les présentations et terminer avec Augustin sur la complémentarité des professionnels intervenant dans l'activité physique. Et ensuite, il y aura un temps d'échange. Merci. Je reprends la main du coup sur le partage d'écran. Est-ce que c'est bon? Très bien. Ouais. Ok. Bon, on est super dans les temps, c'est chouette. Je me risque à une petite conclusion et à travers quelques éléments récapitulatifs sur la complémentarité donc, des professionnels qui interviennent dans le domaine de l'activité physique. Donc, ce schéma vous a été déjà brièvement présenté avant. Donc, si on se situe finalement sur un gradient de complexité, on va aller vers des choses de plus en plus de l'ordre de la rééducation, mais le socle commun finalement reste toujours le même concernant en priorité tout ce qui concerne la vie quotidienne, donc
à la fois la lutte contre les comportements sédentaires, enfin la lutte, limiter les comportements sédentaires autant que possible, favoriser les déplacements actifs, les activités physiques de loisirs, les activités extrascolaires, quel que soit le contexte, éviter les dispenses totales d'EPS, comme ça a déjà été souligné, et bon, ben, bien sûr, lorsque la situation n'est pas complexe, le milieu sportif ordinaire peut tout à fait être adapté. Et bien sûr, quand on va aller vers des degrés de complexité plus importants, avec notamment certaines formes de désadaptation à l'effort, on va justement solliciter d'autres recours, notamment l'activité physique adaptée, qui peut être dispensée par des associations partenaires, entre autres, l'éducation thérapeutique du patient, les séjours en soins médicaux et de réadaptation et les consultations spécialisées donc avec kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomote. Donc, sur une dernière diapositive, j'ai essayé de résumer un petit peu, de synthétiser à travers une modélisation comment intervenait chaque professionnel donc de l'activité physique dans le parcours de soins de l'enfant adolescent en situation d'obésité, donc avec des éléments qui vont être transversaux et des éléments qui vont être spécifiques. Alors, je suis bien conscient que ce n'est pas forcément exhaustif, et en ce qui concerne notamment le métier d'ergothérapeute, je ne m'estime pas très bien placé pour en parler, puisque je collabore relativement peu avec ces professionnels encore, qui interviennent de mon point de vue surtout dans le champ du handicap. Et donc, je le fais finalement selon les fiches métiers qui sont dans le guide de la HAS. Il y a des fiches métiers pour chaque professionnel. Et j'ai essayé de faire, en faisant une synthèse de ces fiches, de montrer qu'est-ce qui est transversal et qu'est-ce qui est spécifique. Donc, d'abord, dans un premier temps, les éléments qui sont transversaux pour chaque professionnel. Donc, ça va être plus un travail vraiment socle, avec la posture éducative, notamment sur la motivation et les habitudes quotidiennes, donc une activité et la sédentarité familiale notamment. Donc, chacun à sa place peut intervenir en faisant ce travail d'entretien motivationnel notamment. Et c'est bien sûr intéressant et primordial d'intégrer les parents à ce travail-là. Évaluer les capacités physiques, motrices, évaluer le vécu, évaluer les représentations, ça c'est aussi du rôle de chacun, et c'est bien spécifié dans les fiches métiers de la HAS, donc de s'intéresser à ces différents éléments. Ensuite, on va rentrer dans des choses qui concernent plusieurs corps de métier, mais pas forcément tous. Donc, c'est plus du ressort des kinés, des enseignants en activité physique adaptée qui vont être finalement ce lien entre le monde médical, paramédical et le milieu sportif ordinaire. Donc, on l'a vu à travers soit des séances de rééducation ou soit des ateliers d'activité physique adaptée qui vont pouvoir après être un tremplin vers un retour au milieu sportif ordinaire si l'enfant le souhaite. La mise en place et la supervision de programmes d'activité physique adaptés, donc qui relèvent de la compétence d'enseignant APA et de kiné. La réadaptation à l'effort, il y en a un petit peu de même. Ensuite, concernant plutôt des éléments transversaux pour les psychomotriciens et les ergothérapeutes, on va retrouver une évaluation des acquisitions psychomotrices, ce qui va permettre de voir s'il y a des éléments de retard psychomoteur. Ou bien si ça relève plus d'un manque de stimulation, parce que des fois, notamment chez les jeunes enfants, quand on les voit vers 6-7 ans, on peut avoir tendance à se poser la question de est-ce que c'est un manque de stimulation ou bien est-ce que c'est un réel retard des acquisitions. Donc là, ces professionnels peuvent vraiment nous aider en ce sens. L'évaluation sensorimotrice, cognitive, évaluation de l'autonomie et de la participation sociale, notamment, et des facteurs qui peuvent être des facteurs environnementaux qui peuvent être limitants. Et donc après, des éléments plus spécifiques à chaque profession. Donc pour les enseignants en activité physique adaptée, Sylvain l'a présenté, ils vont pouvoir faire une évaluation
qualitatives et quantitatives précises des niveaux d'activité physique et de sédentarité. Donc, bon, le questionnaire qui a été présenté peut être un outil, mais souvent ça se fait en entretien, plutôt en entretien duel avec l'enfant et ses parents. Le suivi individuel à domicile est possible pour les enseignants en activité physique adaptée. Donc, on le voit notamment à travers des expérimentations comme au BPédia, où justement ça montre tout l'intérêt d'avoir un suivi individuel à domicile quand c'est possible. Donc pour les kinésithérapeutes, bien sûr, il va y avoir tout ce qui va être examen morphologique, bilan locomoteur, évaluation orthopédique, évaluation contrôle postural, ce qui pourra donner lieu ensuite à un travail spécifique, soit de proprioception ou autre. Le kiné va intervenir aussi sur tout ce qui va être des troubles respiratoires et du sommeil, donc avec notamment un travail aussi qui est possible en termes de rééducation maxillofaciale, notamment dans les situations d'obésité sévère. Donc, si on regarde un petit peu plus maintenant les psychomotriciens, donc ça va être plutôt tout ce qui va être de l'ordre des manifestations corporelles liées à des états émotionnels. Et donc, effectuer un travail spécifique sur ça peut être des tics, d'autres choses qui peuvent être une entrave finalement à la participation sociale et aux activités physiques. Des troubles de la représentation du corps, du schéma corporel. On voit souvent notamment des adolescents qui ont pris du poids très rapidement et qui sont complètement déconnectés de leur corps, qui ont un schéma corporel très altéré. Donc là, ça va être vraiment important d'avoir un travail en psychomotricité à ce niveau-là. Troubles de la coordination, troubles du tonus et troubles des fonctions exécutives. Donc ça, on sait que dans l'obésité sévère, notamment, il y a une altération des fonctions exécutives, donc de la capacité à planifier des actions. Et donc, les psychomotriciens vont pouvoir avoir un rôle aussi là-dedans. Donc, pour les ergothérapeutes, ça va être donc l'analyse plus précise des facteurs environnementaux, de l'accessibilité, notamment dans des situations où il y a un handicap associé à une obésité. Les ergothérapeutes vont aussi pouvoir intervenir dans les différents lieux de vie de l'enfant. Donc, ça peut être à domicile, ça peut être à l'école ou dans les établissements médico-sociaux, ce qui est le plus souvent le cas. Voilà. Donc, j'espère que c'était assez clair. J'ai essayé de me livrer à cet exercice de synthèse. Ce n'est pas forcément évident. Mais voilà, on pourra échanger par la suite si vous avez des questions. Voilà, je relaisse la parole à Sylvain pour l'animation à travers les échanges. Sylvain et Sébastien, mais tout le monde pourrait assister effectivement à l'animation. Donc, comme je l'ai évoqué en préambule, l'objectif là, ça va être qu'on ait 30 minutes. Donc, je remercie déjà tous les orateurs d'avoir tenu les temps. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, surtout en webinaire. Donc, j'ai noté une quinzaine de questions que je vais donc diriger en fonction, à mon avis, des experts qui sont intervenus. Mais je rappelle que l'ensemble des experts intervient dans les différents niveaux de recours qu'on aurait pu citer au préalable. Donc, peut-être juste pour m'assurer, est-ce que Wilfried et Kevin seront là jusqu'à 14 heures ou sinon j'oriente mes questions directement vers eux? Non, ça devrait être bon jusqu'à 14 heures. Très bien. Oui, aucun problème. Super. Donc, pour éviter toute frustration, je vais essayer de n'oublier aucune question. Donc, la première question qui est, à mon avis, plus générique, il y a eu une question sur la différence qu'on fait entre la sédentarité et l'inactivité physique. Alors, je vais la poser à Sylvain, mais j'aurais pu la poser à tous professionnels qui sont intervenus aujourd'hui. Alors, l'inactivité physique, c'est le fait de ne pas atteindre les recommandations en termes d'activité physique. Tout simplement, les enfants qui n'atteignent pas 1 heure d'activité physique par jour sont considérés, définis comme inactifs. La sédentarité, c'est un comportement différent. C'est les temps passés assis dans une journée. Je crois qu'il y avait déjà eu un début de réponse. Et donc, effectivement, au-delà de 8 heures, on considère que les personnes passées assis, on est sédentaire. Chez l'enfant aussi, il y a une précision dans les recommandations du PNNS, c'est finalement toutes les heures, petite pause active, se mettre debout, bouger, marcher quelques minutes, gigoter en quelque sorte. On sait chez l'enfant tout l'impact santé que ça peut avoir, ce besoin finalement de ne pas rester assis sur des durées trop longues. Voilà. Donc les deux continuums, activité physique et sédentarité, sont interprétés différemment. Les études scientifiques montrent bien qu'elles ont indépendamment des effets sur la santé
si on est trop sédentaire ou si on est inactif. Voilà, j'espère être un peu plus clair. Oui, merci Sylvain. Et je rappelle qu'effectivement, il y a il y a eu des questions et notamment il a été cité l'ONAPS, Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Donc, je vous invite à aller sur ce site où vous retrouverez les recommandations, des outils, que ce soit des outils sur l'évaluation, mais aussi des fiches qui permettent de rappeler les définitions et les recommandations en termes de santé. Oui, David? Alors, juste une petite précision, Sylvain n'a pas fait la différence, mais il y a aussi une recommandation pour les moins de 5 ans, puisqu'on n'est pas qu'à 1 heure, et les moins de 5 ans, on est sur 3 heures d'activité spontanée. Et quand tu as précisé spontané, je pensais que tu faisais le lien, Sylvain, mais tu as pas rappelé. Donc, c'est 3 heures d'activité spontanée pour les moins de 5 ans et 1 heure, effectivement, quotidienne pour à partir de 5-6 ans et plus. Voilà, c'était juste cette petite précision. Merci. Et donc, je Merci. continue avec les petites questions, on va dire, que j'ai appelées génériques, puis après, je ciblerai pour aller sur certaines thématiques. Euh, sur la condition physique, il y a différentes évaluations qui peuvent être proposées. Alors, ceux qui voudront y répondre, je vous laisserai la main. C'est une question de Coralie Rusque qui dit quelles sont les évaluations de conditions physiques recommandées chez ces jeunes en situation d'obésité. Donc, on parle bien donc plutôt là, dans le cas de l'obésité presque complexe, du moins, on n'est pas sur un surpoids. Donc, est-ce qu'il y en aurait des spécifiques? Je prends un peu la main. Vous m'attendez là-dessus, évidemment. Et puis la question que j'ai lue, très clairement posée, c'est-à-dire est-ce que les outils d'évaluation de l'ONAPS là, qui viennent d'être publiés fin 2023 sur l'évaluation de la condition physique de l'enfant, est-ce qu'elles sont adaptées chez l'enfant en surpoids? Alors, d'abord, il faut féliciter le travail de l'ONAPS sur justement réussir à mettre en place ce type d'outils en France. Alors, on a échangé un peu avec eux il y a 2 ans, c'était sur le congrès de Lyon, justement les interpellant sur le fait que tous ces tests n'étaient pas adaptés pour la population de jeunes obèses. Alors, certains le sont, très clairement, d'autres pas du tout. Par exemple, si on évalue la force de préhension, c'est tout à fait adapté, la souplesse est tout à fait adaptée, l'explosivité à la force musculaire aussi. Par contre, l'endurance cardio-respiratoire, et là, c'était un des travaux de thèse, je crois qu'on a vraiment les arguments pour dire que le test navette, s'il n'est pas adapté, ça ne marche pas bien avec nos jeunes en surpoids, ils ne vont pas atteindre le palier 1, une course qui démarre à 8,5 km/h, les jeunes sont mis en difficulté. D'ailleurs, ils nous en parlent. C'est quelque chose de vécu comme difficile pour eux d'observer qu'en fait, ils ne sont pas capables de tenir le premier palier. Donc, pour vraiment faire le point, d'autres tests ont été validés pour explorer l'endurance cardio-respiratoire chez le jeune en surpoids. Donc, je vous invite à vous rapprocher de nous si vous souhaitez faire ce type d'évaluation. De nous, quand je dis de nous, c'est le groupe de travail Coordination nationale des REPOP et APOP qui se réunit chaque année et qui justement échange autour des outils plus adaptés. En tout cas, vous pouvez aussi retrouver ces outils sur le site de l'APOP puisqu'ils sont en téléchargement libre et ils sont bien plus adaptés pour notre population de jeunes en situation complexe, effectivement. J'ai mis le lien dans le chat pour les tests, pour ceux que ça intéresse. Super, merci Augustin. Et peut-être juste rappeler qu'il y a des tests, donc comme il a été présenté par Sylvain, le questionnaire, qui sont des tests qui sont réalisés par un groupe d'experts et qui ont une validité clinique. Et il y a les tests scientifiques donc, qui nécessitent une certaine robustesse, mais des fois qui peut paraître plus difficile à mettre en place en pratique clinique. Donc c'est aussi un aspect, je pense, qu'il faut souligner. Peut-être Sylvain ou quelqu'un, Augustin ou David, voulait rajouter quelque chose sur cet aspect-là? Non, Non, ça marche. c'est clair. Donc, je vais à une question suivante qui est Julie Carayan qui pose la question, avez-vous développé le réseau avec les enseignants en APA libéral? Bon, je peux commencer à donner des éléments de réponse. Après ça, je pense que ça dépend de chaque région, de chaque territoire. Effectivement, c'est à chaque
à chaque REPOP ou assimilé équivalent de se rapprocher des professionnels sur son territoire, que ce soit des APA, des diètes ou autres. Donc effectivement, je prends l'exemple, nous en Occitanie, on forme notamment donc, différents professionnels, comme le font beaucoup de réseaux, sur l'accompagnement des jeunes en situation d'obésité, et donc des enseignants APA qui se mettent justement de plus en plus en exercice libéral et sur lesquels on s'appuie voilà, pour pas mal de situations. Il y a aussi certains articles 51 qui permettent ce rapprochement. Je pense à OBPEDIA ici, auquel on participe, et qui nous permet d'orienter aussi des jeunes en situation d'obésité complexe vers des enseignants APA en libéral. Donc voilà, et puis au niveau national, il y a un annuaire au sein de la SFPAPA, donc la Société française des professionnels en activité physique adaptée, qui recense un petit peu les APA qui s'inscrivent dans cet exercice libéral. Voilà, je ne sais pas si les collègues veulent compléter. Oui, et en même temps, peut-être aussi un de vous qui veut rajouter et faire le lien avec les maisons de sport santé. Tu veux parler, Sylvain, ou... Vas-y, David, vas-y. Ouais. Alors, je ne vais pas faire forcément le lien. Si, un petit peu d'ailleurs. Au niveau libéral, donc c'est bien que tu en aies parlé, Augustin, parce qu'effectivement, la difficulté, c'est aussi la rémunération. Donc, dans le contexte des articles 51, comme le projet OBPEDIA ou d'autres actions de ce type-là, effectivement, la prise en charge financière peut se faire, mais dans des créneaux qui sont déjà prédéfinis. Donc, ce n'est pas tout à fait au tarif que peut prétendre l'enseignant CAPA par rapport au secteur et puis ce qu'il propose. Donc là, c'est une adéquation avec ce qui est proposé au niveau national. Au niveau libéral, c'est toujours très dur d'obtenir des financements et pas évident. Des collaborations avec les maisons sport santé se font, mais ce n'est pas forcément le côté libéral. Là, c'est justement des dynamiques qui sont souvent portées soit par des institutions associatives, centres hospitaliers ou autres institutions qui portent. Il y a quelques structures privées, effectivement. Sébastien, tu précisais qu'il y avait ce lien-là, mais c'est pas que du libéral dans ce contexte-là. Donc, les moyens sont peut-être plus faciles à mettre en place. Et surtout, on parlait d'ateliers d'activité physique adaptée. Il y a des ateliers qui se mettent en place en collaboration avec des maisons sport santé aussi dans cette dynamique. Donc, qui permettent d'avoir un accueil de nos jeunes qui sont orientés pour avoir un accompagnement spécialisé. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose? Donc, je vais à la question suivante. Alors, effectivement, il y avait une question sur les pistes de réflexion qu'on pourrait avoir sur les outils permettant de s'appuyer sur l'écran comme finalement support pour motiver les jeunes à bouger. Donc, est-ce que vous avez déjà réfléchi à cet aspect-là? Comment et les outils si vous en utilisez? Je vais bien commencer à donner quelques éléments en fonction donc, de notre expérience ici en Occitanie. Alors, on a développé à l'aide avec des appels à projets, notamment un projet européen, donc des applications, 2 applications pour essayer de travailler sur donc la motivation des jeunes à pratiquer une activité physique. Donc, pour faire vite, hein, c'était la première application qui s'appelait MyMove. C'était une application sur laquelle l'enfant notait en accord avec le professionnel, que ce soit médecin, APA ou autre, des objectifs sur lesquels il s'engageait au niveau activité physique. Et lorsqu'il réalisait l'exercice, il notait sur l'application le plaisir qu'il avait pris, la difficulté ressentie et un score d'atteinte, du degré d'atteinte de l'objectif, comment il estimait avoir réussi son exercice, avec des rappels. Et ensuite, on a développé un outil de communication, un chatbot. Donc, c'est un agent conversationnel un petit peu automatisé en fonction d'objectifs de l'enfant qu'il notait dans l'application. Le chatbot lui envoyait des notifications avec des exercices à réaliser. Et à ce titre, on avait tourné des vidéos avec des séances prédéfinies, donc de 15-20 minutes sur différentes thématiques, renforcement musculaire, travail de l'endurance. Donc voilà, mais tout ça, ça a été fait à titre expérimental et malheureusement, vous savez, hein, quand on utilise des outils numériques, il faut bien sûr derrière un suivi, une maintenance technique et on n'avait pas eu du budget pour ça, donc c'était à titre expérimental. Et on a relevé pas mal de freins à l'utilisation de ces différents outils. Hein. C'est pas forcément évident, même pour les professionnels, de se les approprier.
Et sinon, concernant l'utilisation des écrans actifs, peut-être mes collègues apporteront aussi des précisions, mais il n'y a pas forcément aujourd'hui, dans les écrans actifs, ce que montre la littérature scientifique, c'est que ça ne permet pas forcément d'augmenter de manière significative le niveau global d'activité physique. Je pense aux consoles de jeux qui permettent de bouger en étant actif. Il n'y a rien qui montre que ça augmente de manière significative le niveau d'activité physique. Et aussi, il y a un effet de lassitude qui se fait voir assez rapidement sur ces outils-là. Donc, il y a un fort engouement au début. C'est un petit peu comme les vélos d'appartement. Et après, un effet de lassitude assez rapide qui vient. Donc, au final, ça n'apporte pas, en l'état actuel en tout cas des choses, ça n'apporte pas grand-chose à la prise en charge. On ne peut pas vraiment dire qu'on peut s'appuyer sur ces outils pour la prise en charge. Voilà, je ne sais pas si les autres veulent compléter. Merci Augustin. Sylvain? Non, mais ta réponse, Augustin, me paraît bien complète. David? Très bien. Juste un petit complément, puisque alors, la problématique des écrans n'est pas spécifique justement à la problématique du surpoids. Et là, j'aimerais citer, parce que là, Sylvain parlait tout à l'heure de regroupement d'une dynamique nationale et on se regroupe dans différentes régions. Et l'année dernière, on s'est regroupé sur Bordeaux et Bordeaux avait partagé avec nous justement des outils pédagogiques autour de justement la problématique des écrans. Alors, c'est une campagne sur 0-2 ans, 0 écran, pour sensibiliser les parents, les familles ou autres. Donc, c'est des outils qui sont intéressants. Il me semble que c'est accessible sur le site, mais on vous mettra un lien en complément. Je n'ai pas le lien directement pour que vous puissiez aller voir aussi. Sauf erreur de ma part, Bordeaux est d'accord pour partager ces outils à condition qu'on cite la source de ces outils-là. Voilà. Donc, il y a une campagne et des outils très intéressants qu'on avait pu découvrir entre nous justement à ce moment-là. Merci pour cette précision. Et donc, on est toujours aussi dans cette dynamique de vous proposer des éléments pratico-pratiques. Et donc, dernière question un peu générique et après, ça sera très ciblé. Donc, au-delà du jeune et pour aider finalement dans sa volonté au changement de comportement, comment arrivez-vous à convaincre les familles à ces nouvelles habitudes comportementales vers l'adoption d'un mode de vie plus actif et moins sédentaire? Donc là, c'est plutôt une approche motivationnelle, éducative. Donc, qui est-ce qui veut commencer? Allez, je commence. Merci. Effectivement, alors, le questionnaire que je vous ai présenté, l'idée, c'est d'abord d'avoir une prise de conscience du jeune et de la famille. Je crois que ça passe nécessairement par là. Et puis ensuite, selon les difficultés, eh bien, tu as utilisé le terme, Sébastien, l'entretien motivationnel, hein. C'est effectivement la clé pour accompagner ces familles de manière à voilà, comprendre leur fonctionnement, leur environnement, et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils s'engagent à changer. Il est évident que l'obésité, c'est le symptôme d'un modèle familial qui souvent a des dysfonctions. On est d'accord que si la famille ne veut pas changer autour de l'activité physique, on n'arrivera pas à les forcer. Et d'ailleurs, pas tenter de les forcer. Quelquefois, on va peut-être, nous, professionnels d'activité physique, étant en retrait au début de la prise en charge, ils sont plus prêts à s'engager autour de l'alimentation ou, euh, ou autour de l'accompagnement psychologique, que sais-je, pour parfois déverrouiller des choses avant de revenir sur l'activité physique au moment où ils en seront prêts. Il est évident que si, pour les connaisseurs de la boucle de Prochaska, si mon patient il est en pré-contemplation de l'activité physique et qui refuse de changer, tout changement est vécu comme quelque chose de trop complexe, eh bien, il faut patienter, il faut l'informer des bénéfices de l'activité physique et puis laisser autant le temps pour le remettre dans une dynamique. Voilà. Aujourd'hui, c'est plutôt comme ça qu'on fonctionne, en tout cas, nous, cliniciens. Si mes collègues veulent compléter, ceux qui pratiquent. Non, tu as très bien résumé la chose. Je crois que tu as dit l'ensemble. Juste une stratégie qu'on avait adoptée sur Bordeaux à une époque qui, bon, malheureusement, est très chronophage. Et puis, c'était d'aborder tout ça sous le cadre de séances d'éducation thérapeutique avec d'un côté les enfants et de l'autre côté les parents. Et puis après, de regrouper l'ensemble. Mais comme je dis, c'était très chronophage et nécessitant beaucoup de professionnels de santé pour les mêmes instants. Mais c'est quelque chose qui avait des très bons résultats.
Voilà. Donc, avoir les mêmes types de messages de chaque côté, avec un vocabulaire plus adapté de chaque côté, une dynamique dans chaque groupe, comme on peut connaître dans le cadre de l'éducation thérapeutique, et ensuite accompagner, allez, je vais utiliser un gros mot, hein, la confrontation entre guillemets, parents-enfants, où justement il y a une perception qui n'est pas forcément la même, et puis des fois des messages clés qui sont bien véhiculés par la part des enfants pour faire réagir les parents. Merci. Il y a une main levée, donc je vais laisser la parole à Julie Carayan. Oui, bonjour, merci beaucoup. En fait, moi, j'ai suivi des ados en situation d'obésité pendant plus de 10 ans dans le cadre de séjours thérapeutiques, allant de 2 à 3 semaines et pendant les vacances scolaires, et pour d'autres groupes, uniquement les mercredis après-midi pendant toute la période scolaire. Alors, nous, on a mis en place toute stratégie, tout cet accompagnement pluridisciplinaire. Nous, la vraie problématique, c'est le suivi longitudinal. Donc, en fait, on n'a pas de retour en fait à moyen long terme sur ce que ces ados sont devenus. Néanmoins, des fois, ils reviennent nous voir à l'hôpital. Donc ça, c'est très gratifiant de voir que certains, voilà, on les a suivis pendant des années et voir que les comportements, les changements de comportement ont opéré plusieurs années après, une fois qu'on avait bien semé les graines. Mais du coup, vous, qu'est-ce qu'il en est? Vous avez des suivis longitudinaux? C'était la question que j'ai posée aussi dans le chat. Voilà, moi, ça m'intéresse pour savoir ce qu'il en est de votre côté. Et bravo pour ce webinaire, je le trouvais top. Alors, un élément de réponse, et après, effectivement, on reviendra aux questions que j'ai pu saisir au long de vos présentations. Alors, le devenir de nos enfants suivis ici à l'hôpital à Besançon, je l'ai peut-être davantage de long terme, puisque c'est vrai que les réseaux suivent au moins pendant 2 ans et font pas mal aussi d'études à plus long terme pour observer justement les résultats, à 5 ans par exemple. Mais c'est vrai que les jeunes que j'ai suivis il y a 15 ans en arrière, bah, ils sont adultes aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont adultes actifs? Bah, pour certains, je les recroise, donc oui. Pour d'autres, j'en ai aucune idée. Donc, la question de la preuve à long terme, c'est compliqué. Je crois surtout, est-ce que au-delà de la prise en charge du poids et de l'efficacité de la prise en charge à long terme, c'est quel regard ils portent en tant que grands ados ou jeunes adultes sur l'activité physique? Est-ce qu'ils ont continué une pratique physique? C'est parfois peut-être simplement ça, l'obésité étant installée à un certain âge. Il faut aussi peut-être revoir les objectifs. Finalement, sur le plan éducatif, enfin, sur le plan physique, ils ont une pratique régulière et qu'ils s'épanouissent dans des activités physiques. Je crois que la problématique du surpoids peut peut-être passer en second plan. On sait très bien qu'un obèse actif a moins de risques cardiovasculaires, de diabète et de maladies associées. Donc, voilà, je ne vais pas vous dire que tout est beau, tout est rose. On a toujours nos 15-20% de situations critiques où c'est compliqué. Je sais aussi que les situations de jeunes qui passent en soins de suite et de réadaptation sont les situations les plus complexes. Et donc, je comprends aussi quelquefois le fait qu'avec du recul, on se dit, oh là là, mais pourquoi avoir mobilisé autant d'énergie pour se dire que 1, 2, 3, 4, 5 ans plus tard, ils en sont là? Je désespère pas, en tout cas, pour ma part. Mais du coup, vous avez concrètement des stats qui disent, voilà, tant d'ados pratiquent maintenant, enfin, à l'âge adulte, pratiquent des Non, activités. on n'a pas ce type d'études longitudinales, Julie. Merci pour cette question et je me permets de poser une question à justement Wilfried sur comment se passe la prescription de kinésithérapie, quel doit être l'intitulé, puis s'il y a une cotation spécifique. Ça a été question notamment de Agnès Laville et Paul Chatin sur cet élément-là. Souvent, c'est un reconditionnement musculaire dans le cadre d'un patient obèse, simplement. Alors après, ça peut être plus spécifique, avec marqué rééducation des 4 membres, renforcement musculaire, travail de l'ampliation thoracique, kiné respiratoire. Tout dépend en fait du médecin prescripteur. Voilà, mais on ne peut pas dire vraiment qu'il y ait
trucs spécifiques pour le sujet obèse. Du moment que le docteur marque rééducation du rachis ou des 4 membres, il n'y a pas de cotation spécifique. Du moins pour l'instant. Merci pour non, au cette niveau précision. rémunération, pardon, il n'y a pas de différence. C'est plus, voilà, dans notre métier, voilà, on a envie que ces sujets, voilà, on sait très bien que malheureusement, voilà, ils auront des soucis plus tard. Donc nous, c'est une prise en charge, entre guillemets, comme une autre, voilà, un peu plus spécifique, puisqu'on va beaucoup travailler le reconditionnement musculaire, mais voilà, il n'y a pas de rémunération supplémentaire. Merci Wilfried pour ces éléments de précision. Juste pour compléter, peut-être là, parce qu'il y a beaucoup de représentants de réseau et je vous invite à vous rapprocher des URPS kinés, parce que pour le coup, quand il n'y a justement pas de cotation spécifique, peut-être par région, vous pouvez aussi élaborer avec l'URPS kiné une forme de partenariat, de guide pour justement quelle cotation on va utiliser de manière à ce qu'il y ait un discours logique et cohérent, en tout cas au niveau de chaque région, même si au niveau national, on sait que les choses ne semblent pas vouloir bouger sur ce plan. Une question pour Kevin. Donc déjà, on salue également cette dynamique qui a été vivement félicitée dans le chat qu'il y a au sein de votre collège. Donc c'est des questions très pratico-pratiques. Y a-t-il des formations déjà spécifiques à proposer aux enseignants de PS sur cette thématique du surpoids et de l'obésité pédiatrique? Alors, moi, dans mon cas personnel, j'ai vécu une formation sur laquelle on s'inscrit de manière volontaire, qui était une formation assez générale, pardon, sur le handicap. Et au cours de cette formation de 2 jours, on avait traité le cas de l'obésité avec des sacs de charge, avec le fait de respirer dans une paille. Et c'est là-dessus que j'ai été un peu alerté effectivement sur l'obésité. Après, je sais que Sylvain met en place une formation. Je vais laisser Sylvain en dire un peu plus. Bah, c'est la continuité de ce que tu as vécu, hein. On est parti avec l'inspection d'académie sur le handicap et dans le handicap, on avait installé les maladies chroniques de l'enfant, asthme, obésité, diabète. Et puis maintenant, elle a sa propre voilure. C'est une formation qu'on mène dans notre région qui s'appelle Osons parler du surpoids, qui intéresse les enseignants d'EPS, les infirmières scolaires, les enseignants de SVT ou plus encore, en tout cas le monde éducatif. Alors, ça n'existe pas partout, pas dans toutes les régions, c'est important de le dire. C'est le travail justement des équipes, des réseaux, des CSO qui peuvent à un moment donné peut-être brancher, répondre à un besoin. Donc, j'invite aussi chacun à organiser ce type de formation, puisque bah, vous voyez, ça fait après des petits et plein de projets dans les collèges. Je suis toujours ravi de solliciter les enseignants de PS qui, derrière ces formations, montent des tonnes de projets. Donc, Kevin, on est un exemple. Sébastien, ton micro. Pardon, oui. Donc une autre question qui est également pour Kevin. Comment se passe l'escalade pour ces jeunes qui sont en situation de surpoids ou d'obésité? Comment vous avez pu adapter notamment cette pratique? Ben, effectivement, comme tu le dis, Sébastien, c'est qu'une question d'adaptation. Donc, si c'est un problème qui est d'ordre matériel, il faut acheter des grands baudriers, il faut repenser les prises, les changer. On peut très bien vivre l'escalade sans forcément monter à 5-6 mètres de haut. On peut aller à 1 mètre de haut, aller d'une prise A à une prise B en se déplaçant de manière latérale. Si c'est un problème de poids, eh ben, l'enseignant peut très bien assurer pour que l'élève se sente en sécurité et qu'il puisse vivre cette activité qui est une super activité. Et dans cette continuité, j'ai un écho, je n'ai pas vu. Donc, dans la continuité de cette question, il y avait aussi, encore pour Kevin, Louis Radius qui posait la question, êtes-vous en lien avec le dispositif 2 heures de sport en plus au collège, qui est un dispositif d'éducation nationale?
Et dans ce contexte, est-ce que vous travaillez avec des profs de PS pour travailler sur cette problématique à plus large échelle, territoriale, voire nationale? Alors oui, effectivement, le dispositif 2 heures de sport est un dispositif de l'éducation nationale, mais malheureusement, il ne concerne pas les profs de PS. C'est un dispositif qui est plutôt centré sur les associations et du ressenti des professeurs de PS, c'est quelque chose qui est très inégalitaire en fait, parce que ça dépend des associations qui sont disponibles. Ça met en relation un peu, en conflit un peu des fois les profs de PS sur les créneaux des gymnases. C'est quelque chose qui est inégalitaire entre les élèves parce que c'est que certains élèves, mais on ne sait pas quels élèves sont choisis au collège. Donc ça, c'est un avis personnel qui est partagé notamment par le SNEP FSU, qui est le syndicat majoritaire des profs de PS, qui lui revendique 4 heures de PS au lieu de 3 heures pour justement lutter contre les inégalités et qui permettrait de lutter contre la diminution des capacités physiques des enfants qu'on peut identifier en ce moment. Merci. Et en complément peut-être de cette question, alors Sylvain, je pense que tu voulais rajouter quelque chose, mais est-ce que tu pourras aussi répondre aux modalités d'organisation d'un atelier type activité physique adaptée et la recette pour monter un passeport forme comme tu as pu le présenter pendant ta présentation? Alors, juste pour compléter, c'est vrai que c'est plus ou moins bien pris, ce dispositif dans le monde de l'éducation nationale. Ça dépend beaucoup de l'environnement dans lequel est le collège. S'il y a un tissu associatif fort tout autour du collège qui peut répondre à ces 2 heures. Je comprends absolument ce que défend le SNEF-FSU et moi je suis aussi pour qu'il y ait plus de PS dans le temps scolaire, parce qu'on se rend bien compte qu'il y en a besoin, et pour tous les enfants, pas que pour les enfants en surpoids, pour le coup. Et ce dispositif qui est proposé, voilà, avec des associations qui viennent dans le collège, proposer aussi de l'activité physique avec une autre dominante qui n'est pas le PS et l'évaluation, qui peut aussi être un choix intéressant pour les dispositifs, euh, voilà, pour les associations qui sont autour du collège qui peuvent proposer. Donc, on se sert par exemple de ces 2 heures aussi pour financer des dispositifs passeport forme. Tu me lançais la perche. Et bien pour monter un passeport forme, c'est assez simple en fait. Il nous faut des prescripteurs, c'est-à-dire des professionnels de santé. Alors, c'est souvent des médecins, mais ça peut être les infirmières scolaires, par exemple, dans l'établissement de Kevin, c'est le cas, qui ont à un moment donné identifié qu'il y avait un besoin, qu'il y a beaucoup de jeunes en surpoids ou en obésité, atteints de maladies chroniques. On peut élargir aussi le public, qui n'ont pas une pratique physique suffisante. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée, hein, des professionnels qui vont à un moment donné orienter vers. Ensuite, bah, il nous faut un intervenant compétent. Alors, c'est peut-être un enseignant de PS, un enseignant d'activité physique adaptée. Dans les municipalités, on travaille aussi beaucoup avec des ETAPS qui viennent se former sur le sport santé et qui ont un intérêt pour ce public-là. Donc, un intervenant compétent. Ensuite, il nous faut une salle dédiée à la pratique d'activité physique, donc un gymnase ou une salle adaptée en tout cas. Et là, bah, nécessairement, il nous faut une collectivité territoriale, parce qu'un gymnase, ça ne se trouve pas comme ça. Alors, c'est peut-être dans un collège, ça peut être une commune, mais souvent une communauté de communes. Et puis, un financement. Voilà, si je dois donner les 4 ingrédients de la recette, le quatrième, c'est le financement. Comment finalement j'arrive à financer tout ça, financer le face-à-face pédagogique, l'intervenant. Alors, en l'occurrence, pour Kevin, ça rentre dans son temps de travail parce que son principal a été OK d'affecter des heures dessus, mais quelquefois, ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir eh bien, s'appuyer sur les collectivités territoriales ou aujourd'hui, nous, les ARS peuvent participer au fonds de financement dans le cadre des contrats locaux de santé, par exemple. Donc là, on pourrait en dire des heures. Mais les 4 ingrédients de la recette, c'est ça. Prescripteur qui nous oriente les jeunes, un professionnel en activité physique compétent et qui veut agir sur ces jeunes, une salle, un créneau disponible et un financement. Voilà. J'en profite aussi pour répondre, je l'ai vu dans le chat, est-ce que la formation des enseignants de collège s'adresse aussi en primaire? Alors, on a fait l'expérience dans le territoire de Belfort, dans le 90,
Les enseignants sont très intéressés pour ce type de formation. On essaie de le penser à l'échelon régional de nouveau. Mais effectivement, hein, si on veut faire de la prévention, c'est là qu'il faut agir. C'est chez les petits aussi en primaire. Donc, il faut le réfléchir en ce sens. Est-ce que David ou Augustin, vous vouliez rajouter quelque chose? Je renforce ce que Sylvain disait, puisque sur les ateliers d'activité physique adaptée, nous, ça fait donc depuis 2006 qu'ils sont mis en place et ça a permis surtout, à un autre point, et tu le soulignais, hein, c'est le prescripteur, mais surtout de dynamiser autour de ces ateliers d'activité physique aussi un groupe de professionnels de santé qui orientent et des fois qui voient l'intérêt d'envoyer sur ces ateliers d'activité physique adaptée sur un secteur, puisque c'est, alors peut-être ce point-là que tu n'as pas précisé, Sylvain, c'est que les ateliers ne sont pas forcément fixes sur un lieu. Et souvent, là, sur la Nouvelle-Aquitaine, ce qu'on fait on a la chance depuis donc nombreuses années d'avoir le soutien de l'ARS, mais on le fait, on met en adéquation avec la demande qui va être faite parce qu'il y a des secteurs, à un moment donné, on peut avoir 10, 20, 30 jeunes qui vont être orientés. Donc, on va prioriser ces secteurs-là. Et puis, à un moment donné, il y a une bonne réussite, une bonne dynamique sur le territoire qui fait que les acteurs accompagnent plus facilement. Puis il y a le lien qui se fait avec les profs de PS, avec tous les acteurs du milieu associatif et les collectivités. Donc après, cet atelier peut se déplacer et aller dans d'autres territoires. Voilà. C'était juste pour dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui est forcément fixe, mais qui peut être sur de la mouvance aussi. Merci pour ces précisions. Et donc, je vais clôturer donc, ce webinaire. Il est 14h01, donc je tiens à remercier particulièrement les orateurs. Nous avons eu, comme je le rappelle, Véronique Neck, la présidente de la POP, qui a pu faire un mot introductif, j'ai vu qu'elle était encore présente, et nous la remercions d'avoir pu suivre également ce webinaire. Et enfin, donc, Augustin Rob, que je rappelle, vous aurez les coordonnées hein, de chaque intervenant et vous retrouvez ce webinaire sur Banco. On fera des séquences. Et c'était aussi l'intérêt de la construction de ce type de webinaire pour que vous retrouviez par séquence si vous voulez revenir rapidement sur un point qu'on a abordé. Ensuite, les éclairages avec Sylvain et Kevin, et enfin David et Wilfried. Donc, je tiens à tous vous remercier et vous souhaiter une bonne journée et bonne année à tous également. Merci à tous. Oui, Merci, au revoir. Voilà, je complète Au en revoir, merci. en remerciant pour la qualité qui a été vraiment soulignée de vos interventions. Merci beaucoup et un beau succès. Il y avait plus de 150 participants. Bravo et bonne journée à tous.